Salut à tous, ici le Conteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par Vicky Val. On commence par le casting, qui contient moi, bien évidemment, mon père, le roi du monde, ma grand-mère bien-aimée, ma maman trouillarde, mon grand-père en colère et mon abruti de frère. Bien que je sois adulte et que j'ai ma propre famille, je porte encore les cicatrices de mon enfance avec mon père narcissique, roi du monde et abusif. J'ai des tonnes d'histoires à raconter, mais une publicité télévisée ce matin m'a rappelé cette histoire en particulier. Mon père était dans l'armée, ce qui signifie que nous déménagions souvent et que nous n'avions que des contacts sporadiques avec ma famille élargie. J'avais environ 10 ans lorsque nous sommes rentrés aux États-Unis après une escapade en Allemagne et que nous sommes allés voir mes grands-parents maternels. Ma mère était docile et n'a jamais voulu s'opposer à mon père, le laissant traiter tout le monde comme bon lui semblait. Lors de ce voyage, mon père a accepté de nous accompagner chez mes grands-parents. Normalement, il ne venait pas. Il n'aimait pas mes grands-parents et c'était réciproque. Cette visite était une occasion spéciale, car elle coïncidait avec mon anniversaire. Nous sommes restés 3 semaines, ce que mon père avait planifié avec beaucoup de soin. Nous n'avions pas de voiture, et mon grand-père en avait toujours une en trop qu'il achetait et réparait pour la revendre. Mon père savait qu'il pourrait convaincre mon grand-père de lui donner les clés pendant la visite. Puis il avait prévu de nous embarquer dedans et de partir avec à la fin du séjour. Le lendemain de notre arrivée, grand-mère a organisé un grand, et je dis bien grand, dîner pour notre fête de retour. J'ai toujours été une petite fille privilégiée, sans doute parce qu'elle savait que mon père me maltraitait et qu'elle avait pitié de moi. Quoi qu'il en soit, elle a tenu à me dire qu'elle préparait une tarte aux noix de pécan rien que pour moi. J'étais ravi, ma grand-mère était une cuisinière hors pair et ses tartes aux noix de pécan étaient légendaires. Mon père l'a entendu et cela a déclenché la chaîne d'événements suivants. Mon père nous jette, mon frère et moi, dans la voiture de mon grand-père et nous voilà partis. Nous arrivons à une épicerie délabrée et entrons à l'intérieur. Il se dirige vers la boulangerie et demande au commis ce qu'ils ont en liquidation. Elle dit à mon père qu'elle est en train de retirer la seule tarte qui reste de l'inventaire parce qu'elle a dépassé la date de péremption. Il demande s'il peut la voir, puisqu'elle allait être jetée de toute façon. Et elle hausse les épaules et la lui tend. Elle dit qu'il n'y a rien à payer. Il me l'attend. C'était une tarte à la crème caramel. J'avais jamais goûté de crème caramel, mais peu importe. Alors que nous rentrons chez nous, il me dit de ne pas toucher à la tarte aux noix de pécan, et de dire à grand-mère que je veux cette tarte à la place. Je me mets à pleurer, réalisant que grand-mère allait être effondrée que je ne veuille pas de la tarte qu'elle a préparée spécialement pour moi. Mon père me dit d'arrêter de pleurer ou il me donnera une raison de pleurer. À l'heure du dîner, la table est couverte de mets merveilleux. Après le dîner, grand-mère sort la tarte aux noix de pécan, rayonnante et qui a l'air délicieuse. Mon père demande d'un ton mielleux si elle aurait la gentillesse de sortir la tarte qu'il a achetée. Grand-mère lui lance un regard noir et attrape la tarte industrielle. Elle se serait rasé la tête avant de servir une tarte industrielle sur sa table, et la laisse tomber sur la table. En coupant la tarte aux noix de pécan, elle sourit et me tend la première et la plus grande part. Mon père la lui arrache des mains en lui disant que je l'avais supplié d'acheter l'autre tarte et que c'était ce que je voulais. Je ne pouvais pas regarder ma grand-mère, alors je me suis concentré sur ce qui se trouvait devant moi. La tarte était infâme. Je n'avais jamais mangé de crème caramel avant, mais c'était dégoûtant. Mon frère et moi savions qu'il y aurait des conséquences si nous ne mangions pas ce qu'il y avait devant nous. Alors nous l'avons tous les deux englouti. Avance rapide d'environ 4 heures. Le dîner est terminé et nous sommes tous au lit. Je me sentais très mal. Je savais que grand-mère était déçue que je ne veuille pas de la tarte qu'elle m'avait préparée. Soudain, je me lève d'un bond et me précipite dans la salle de bain, vomissant violemment. Ma mère frappait à la porte pour que je sorte, car mon frère était malade et avait besoin de rentrer. Toute la maison était soudain réveillée. 2 enfants malades essayant d'utiliser la même salle de bain. Grand-mère, qui n'a jamais élevé la voix devant personne, s'est retournée contre mon père et lui a dit que c'était forcément la tarte parce que c'était la seule chose qu'uniquement mon frère et moi avions mangé. Mon père a dit que ce n'était rien de ce que nous avions mangé, que nous avions juste un microbe. Le lendemain, nous étions tellement malades que grand-père a demandé à mon père de nous emmener à l'hôpital. Ils nous ont admis tous les deux pour ce qu'ils soupçonnaient être un empoisonnement à la salmonelle. Mon père était irrité d'être obligé d'agir comme un parent inquiet, et il m'a pincé aussi fort qu'il le pouvait lorsque nous étions seuls dans la chambre. Il a également rapporté la tarte qui restait au magasin, et a exigé qu'on lui rende son argent, pour une tarte qu'il avait obtenue gratuitement. La commis n'était pas là, et le gérant l'a remboursé pour la tarte entière.
Mon frère et moi sommes restés à l'hôpital pendant 6 jours. Il a ensuite fallu près de 6 semaines pour que nous retrouvions l'appétit. Mon anniversaire est tombé pendant cette période. Grand-père m'a organisé une fête et a fait des grillades en mettant des oignons sur tout, sachant que mon père détestait les oignons. Ma grand-mère m'a préparé un magnifique gâteau aux fraises, sachant que mon père était allergique aux fraises. Elle lui a dit que c'était un gâteau à la vanille et qu'elle avait mis du colorant alimentaire rose parce que c'était ma couleur préférée. Mon père n'a pas pu résister à l'envie de manger la moitié du gâteau, avant de se rendre aux urgences pour recevoir des piqûres. Quand il est revenu, mon père a souri gentiment et a dit que c'était évident que c'était des fraises. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'avait pas prévenu ? Mes chers et tendres grands-parents ont toujours été de mon côté. Je n'ai pas vraiment pu manger mon dîner d'anniversaire ce soir-là, mais j'ai entendu dire qu'il était délicieux. T'as l'air d'avoir des parents plutôt pourris, mais heureusement t'as les grands-parents qui sont là pour rattraper. L'histoire suivante est aussi postée par Vikival. Bien que j'ai atteint l'âge adulte et que j'ai ma propre famille, les cicatrices de mon enfance avec un père autoritaire se manifestent encore de temps en temps. Cet événement particulier est celui qui, selon toute vraisemblance, m'a sauvé la vie. Je le partage maintenant pour rendre hommage au grand-père bien-aimé qui a tenu tête à mon père. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, mais c'était suffisamment monumental pour rester avec moi pour toujours. J'étais chez moi, au Texas, pour une visite, car mon père était en poste en Allemagne. Mon père ne nous a pas accompagnés lors de cette visite chez mes grands-parents. Après la dernière visite, il avait sagement appris à se tenir à l'écart. C'est l'histoire que je vous ai lue juste avant. À ce moment-là, j'avais 15 ans, et je commençais à souffrir de problèmes émotionnels dus au mauvais traitement que mon père m'infligeait. J'étais renfermé, mes cheveux commençaient à tomber, et j'avais constamment des crises de panique. Mes adorables grands-parents voyaient bien que je n'allais pas bien. J'avais été maltraité pratiquement toute ma vie, et le secret et le déni étaient ancrés dans ma psyché. Lorsqu'ils me demandaient si mon père avait fait ceci ou cela, ma réaction instinctive était de nier, encore nier, toujours nier. Au bout de 3 semaines, mon 16e anniversaire est arrivé. Ma mère avait accepté de prolonger notre séjour suffisamment longtemps pour que je sois aux États-Unis pour le fêter. Depuis mon plus jeune âge, mon grand-père avait l'habitude de se rendre tous les matins dans un café local pour prendre un café avec un groupe d'hommes de la communauté. Je n'y ai jamais prêté une attention particulière et les autres non plus. C'était l'heure de son café, point final. Un jour, peu de temps avant notre départ pour l'étranger, mon grand-père m'a demandé d'aller prendre un café avec lui. J'ai poliment refusé. Qui a envie d'aller regarder une bande de vieux hommes boire un café à 7h du matin ? Il m'a jeté un regard étrange et m'a dit que j'allais l'accompagner le lendemain. Il s'assurerait que je me lève à temps. Ah, d'accord, bien sûr, grand-père. Je suis arrivé au café et c'était exactement ce que j'avais imaginé. Environ 7 vieillards, certains en costume et d'autres en combinaison. Grand-père m'a attrapé par le coude et m'a guidé vers une table avec un homme bien habillé, à l'allure imposante. Dès que nous nous sommes assis, il m'a regardé avec les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus de la part d'un étranger. Nous avons passé une vingtaine de minutes à discuter, principalement de ma vie en Allemagne. Je suis rentré chez moi et je n'ai plus pensé à rien. Mon anniversaire a eu lieu 4 jours plus tard, puis il a été temps de commencer à se préparer à rentrer. Mon grand-père m'a emmené le lendemain acheter une nouvelle paire de chaussures, mais j'ai été choqué lorsqu'il s'est arrêté devant le palais de justice. Il s'est tourné vers moi et m'a demandé à brûle-pourpoint si je voulais vraiment y retourner. J'ai répondu que non, mais que je n'avais pas le choix. Il m'a répondu « Et si c'était ton choix ?» J'ai répété que je n'avais pas le choix. J'avais terriblement peur de la colère de mon père. Sur ce, il a ouvert la portière de la voiture et m'a guidé dans le palais de justice. Nous nous sommes retrouvés avec un policier et un juge est entré. Le même homme à qui j'avais parlé au café. J'étais stupéfaite, mais lui et mon grand-père étaient amis depuis des années. Il m'a dit « Alors, jeune fille, j'ai cru comprendre de votre grand-père que vous souhaitiez être émancipée ?» Bon, je n'avais pas la moindre idée de ce que ce mot signifiait, mais je savais que si mon grand-père disait que c'était le cas, je devais être d'accord. J'ai acquiescé et tous les deux ont commencé à débiter des kilomètres de mots. Ils me regardaient de temps en temps et je ne faisais qu'acquiescer. Je savais qu'il se passait quelque chose d'important, mais je ne comprenais pas quoi. Quand nous sommes partis, grand-père m'a dit de n'en dire mot à personne, surtout pas à ma mère ou à mon frère. Ce soir-là, il a demandé à ma mère ce qu'elle pensait du fait que je reste au Texas et que je commence l'école ici. Elle a bien sûr refusé l'idée. Ce soir-là, elle a appelé mon père, qui m'a téléphoné et m'a dit que je ferais mieux de ne pas faire quelque chose de stupide. Je serais dans cet avion où il me ferait interner dans un hôpital psychiatrique. Je suis allé raconter à mon grand-père ce qu'il m'avait dit, mais mon grand-père a souri et m'a dit d'aller dormir. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube et mon grand-père m'a dit de monter dans la voiture. Je me souviens d'avoir été à la fois excité et effrayé, parce que je savais qu'il se passait quelque chose.
En 20 minutes, j'étais devant le juge, hochant la tête et disant « oui monsieur » à tout ce qu'il disait. Nous sommes sortis et grand-père m'a dit d'être courageuse et de lui faire confiance pour me dire quoi faire. Il m'a emmené dans un petit appartement meublé et m'a dit d'y rester. Grand-père est rentré à la maison et a dit à ma mère que je ne m'approcherai plus jamais d'elle ni de papa et lui a remis des papiers. Elle a paniqué et a appelé papa, qui a appelé et, de sa manière la plus autoritaire, a dit au vieux qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Et que si je pensais qu'il allait me laisser m'éloigner de lui, il s'assurerait que je sois interné. Jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans et je peux le faire. Grand-père lui a dit que si jamais il revenait dans sa ville, un groupe d'hommes armés de fusils de chasse l'attendrait. Ma mère et mon frère sont partis la semaine suivante. Je ne leur ai jamais dit au revoir parce que mon grand-père disait qu'il n'était pas nécessaire de les laisser rentrer dans ma tête. À l'âge de 16 ans, j'étais une mineure émancipée. À 17, je me suis engagé dans l'armée de l'air. Je ne pense pas que j'aurais survécu 2 années de plus avec cet homme. Mon grand-père me manque beaucoup, mais j'espère qu'il est mort fier de ce qu'il a fait pour moi et de ce que je suis devenu. Vu ce qu'il était prêt à faire pour toi, à mon avis, ton grand-père, y a pas moyen que tu le déçoives. L'histoire suivante est postée par Zelou Saildil Alps. Je suis une femme de 23 ans et j'étais censé recevoir 250 000 $ plus 10 ans d'intérêt en 2018. Pour le contexte, mon père était pompier depuis 18 ans pour les pompiers de Los Angeles. Cependant, je n'ai reçu que 94 000 $ en 2019 de la part de Transamérica. Ma mère, 59 ans, a pris 75 000 de ces 94 000 parce qu'elle voulait les garder en sécurité et m'a laissé le reste. J'ai acheté ma Honda d'occasion qui m'a coûté environ 18 000 $. J'ai aussi payé des choses diverses, nourriture, manucure, coiffeur, essence, entretien de la voiture et vêtements bon marché. Des choses qu'une jeune de 18 ans achèterait. Ma mère dit que j'ai utilisé tout mon argent. Je ne me souviens pas avoir utilisé chaque centime de cet argent en 6 mois parce que je vivais encore avec ma mère à ce moment-là. Jusqu'à l'été 2019, lorsque j'ai déménagé à Mission Viejo pour l'école et que j'avais payé 1 an de loyer parce que c'était la meilleure option pour moi à l'époque, afin que je puisse vivre confortablement et payer pour l'école. Je recevais une pension de 750 $ par mois jusqu'à mes 21 ans, ce qui me permettait de survivre tout en étant à l'université et en ayant un emploi. Mon père est décédé en 2007. Mes 3 frères et sœurs ont reçu un montant de 250 000 $ la même année parce qu'ils étaient tous majeurs. La famille et les amis ont dit que ma mère avait volé mon argent. Une somme de 100 000 $ a été envoyée en 2008. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais que 7 ans à l'époque, et je pense que c'était quelques mois après la mort de mon père. Si ma mère était fiduciaire, elle avait la responsabilité de protéger et de ne pas utiliser cet argent, quel qu'il soit. Ou alors, elle a illégalement rompu son accord de ne pas utiliser l'argent, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle était sans ressources, ce qui n'était pas le cas. Elle a été payée après le décès de mon père, et j'en ai aussi la preuve. Elle était toujours avec une nouvelle voiture coûteuse, des voyages, des propriétés ici et là, aucune avec mon nom dessus. Je n'ai jamais vu ma mère travailler, à moins qu'il ne s'agisse de son entreprise de coiffure, qui lui rapporte à peine de l'argent à l'heure actuelle. Elle a aussi des propriétés à Los Angeles. Ma mère a prétendu que j'avais dépensé plus de 250 000 $ plus intérêts, alors que je n'ai jamais rien reçu. Ma mère est extrêmement avide. Elle vit sa meilleure vie en pensant que je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai pris rendez-vous avec un avocat. J'ai essayé de lui soutirer la vérité vers juillet 2023. Mais elle a mentionné tout ce que mon père lui a fait et a prétendu que l'argent lui avait été désigné. Et que c'était elle qui était une sainte et nous avait mis, moi et mes frères et sœurs, sur le compte fiduciaire. Mais mon père et elle étaient en train de divorcer et se sont séparés en 2006. C'est mon père qui travaillait 24 heures sur 24 et gagnait entre 5 et 10 000 $ par mois. Le divorce n'a été prononcé qu'après son décès. Ma mère m'a donné de fausses déclarations qu'elle avait écrites à la main auparavant. Elle a parlé de mon père de façon extrêmement négative. Elle n'a montré aucune émotion à l'idée que j'ai perdu mon père. Elle n'a pas dit de choses gentilles sur lui depuis qu'il est décédé, parce qu'elle est bloquée sur le fait qu'il l'a trompé il y a presque 18 ans et qu'il soit passé à autre chose après qu'ils se soient séparés. J'ai essayé de lui donner une chance après l'autre de me dire la vérité, mais elle ne se soucie pas vraiment de mes galères. Elle s'est montrée manipulatrice, narcissique et, de manière générale, avide. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais aussi sur mes impôts, ils remontaient jusqu'à 2014. J'étais mineur en 2014. Je n'avais jamais déclaré d'impôts jusqu'en 2023. Je suis consterné et je suis absolument dégoûté que ma propre mère me fasse ça. J'étais un enfant innocent qui avait perdu son père, son meilleur ami. Je suis encore en deuil. J'aurais pu utiliser cet argent pour l'université. Au lieu de ça, je suis complètement fauché. J'ai du mal à trouver un emploi dans cet horrible marché du travail. J'ai besoin de conseils pour savoir si cela vaut la peine de la poursuivre en justice. Oui, j'ai une voiture et d'autres choses, mais elles ont été achetées avec mon argent sans le savoir, pas le sien. Bah, au pire, je pense que ça s'appelle tout simplement du vol, non? C'est ton argent, elle l'utilise sans ton accord. D'ailleurs, c'était même censé être un truc qui était censé rester jusqu'à tes 18 ans. T'arrives à tes 18 ans et pouf, y a plus rien.
Du coup oui, je pense qu'il y a moyen de lui coller un procès aux fesses à condition d'avoir les preuves, tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager, j'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.